Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 8 avril pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques que nous vous proposons avec les équipes de TV Vendée chaque matin. Justement, un bonjour également à Julien en régie, à Antoine en régie qui réalise cette émission chaque matin. Un numéro de téléphone à connaître par cœur si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir à cette émission, le 06 84 54 77 23. Il permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, ou bien tout simplement à nous informer du temps qu'il fait du côté de chez vous au réveil. Car oui, commençons sans plus attendre par jeter un rapide coup d'œil à la carte météo de votre mercredi 8 avril. C'est un voile nuageux un petit peu plus discret qu'hier qui se lève avec vous ce matin en ce 8 avril. Du côté des températures, elles sont déjà douces, 10 à 12 degrés d'est en ouest et le soleil va briller tout au long de la journée en Vendée avec des températures de plus en plus importantes et des pics de 26 à 27 degrés attendus aux quatre coins de la Vendée aujourd'hui. Des pics de chaleur qui sont donc atteints aujourd'hui en ce mercredi et ce pour le reste de la semaine. Direction le littoral vendéen pour jeter un coup d'œil aux marées du jour et ses coefficients relativement bas aujourd'hui, 53,47 pour les marées du jour. Première pleine mer était prévue ce matin à 8h17 la prochaine. Pleine basse mer est prévue en milieu de journée, 15h25 du côté de la Tranche-sur-Mer, 15h46 pour la prochaine basse mer du côté du passage du Gois et avec ses coefficients relativement faibles, je vous le rappelle, vous n'avez qu'une petite trentaine de minutes avant et après l'horaire de marée basse pour pouvoir traverser le passage du Gois sans problème. Un mot des chantiers du jour désormais. Vous avez peut-être prévu de prendre votre voiture pour aller au travail ce matin ou pour aller faire vos courses, emmener vos enfants à l'école ou à la garderie. Un premier secteur du côté de la Châtaigneraie ou des travaux de purge en prévision de la réfection de la D19 qui relie la commune à Loches-Fougerolles et à Saint-Maurice-des-Nauds est actuellement en cours. Les voies sont donc interdites et une déviation est mise en place jusqu'au 24 avril prochain. Un second secteur également du côté d'Esnay cette fois-ci. La route de Nantes qui mène à la chapelle Palluau est également fermée. Une déviation est mise en place. Des travaux d'élagage ont lieu tout au long de la semaine. Et puis enfin, la deuxième étape du région Tour Pays de la Loire se déroule aujourd'hui en Vendée, l'épreuve féminine également, avec un parcours menant les coureurs de la Garnache jusqu'au Sable d'Olonne en passant par Beaufou à Promont ou encore Brême-sur-Mer. De nombreux axes seront coupés dans ces communes dès aujourd'hui, départ de la course féminine dès 10h50. Je vous invite donc à vous rendre sur le site région-pays-de-la-Loire-tour.fr pour prendre toutes vos précautions. Le soleil s'est donc levé ce matin à 7h30 et se couchera à 20h44. Nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire pour le plaisir de tous. Et nous fêtons les Julies en ce 8 avril. Alors bonne fête à toutes celles de votre entourage. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. C'est un produit phare de l'agriculture vendéenne et plus particulièrement Noirmoutrine. La pomme de terre primeur fait son retour sur les étals. Réputée pour sa période de récolte précoce comparée aux autres variétés, la primeur est reconnue IGP et estampillée label rouge, gage de qualité. Dans les champs, les producteurs sont donc à pied d'œuvre pour récolter, nettoyer et trier les pommes de terre avant leur commercialisation. Entre début de saison prometteur et enjeu pour la filière, Anaïs Escalona vous emmène dans les coulisses de la récolte sur l'île. À Noirmoutier, la primeur sort de terre. Plantée en décembre, les premières récoltes ont commencé dès la mi-mars sur l'exploitation familiale de l'Herbaudière. Le matin, on arrache, l'après-midi, on replante. Une exploitation transmise depuis 5 générations, mais sur l'île, cette production reste fragile, alors il faut s'adapter. On y a pensé à diversifier, mais le souci c'est qu'on a des sols qui sont très sableux et qui sèchent très vite. Donc on se dit
quelle culture faire par exemple pour trouver autre chose à faire, on va dire. Donc souvent là, mettons un terrain comme ça qu'on arrache, dès qu'il va faire beau début mai, on va semer on appelle ça des couverts végétaux derrière. Donc c'est des mélanges de couverts, des radis, des choses comme ça dedans, ou du sorgho, c'est des cultures qu'on met derrière pour enrichir notre sol. Et comme ça évite de laisser notre terrain nu et pour la biodiversité c'est mieux, comme ça les animaux sont contents. Ces tubercules quittent ensuite les champs pour rejoindre la coopérative. Ici, toute la récolte des 21 agriculteurs de l'île est lavée, triée et préparée. En début de saison, les rendements sont plus faibles et les prix plus élevés, mais la filière se projette déjà vers l'avenir. Le gros des volumes est fait avant la période estivale, avant les canicules. Et donc notre modèle n'a que plus de sens donc dans la période de réchauffement climatique. Sur un microclimat îlien, on produit en mer, eh bien, notre modèle de faire notre saison avant l'été n'a que plus de sens. Nous avons la chance d'avoir plein de jeunes qui s'installent, donc c'est une responsabilité pour la coopérative, pour le conseil d'administration de leur dire, vous les jeunes, oui, vous pouvez y aller, vous pouvez faire votre carrière en tant qu'agriculteur. Cette année, près de 10 000 tonnes de l'or de Noirmoutier sont prévues, un produit phare qui continuera de séduire les tables françaises. Quelques jours après la séance d'installation des conseils municipaux, les groupes d'opposition, plus ou moins minoritaires au sein du conseil, se forment à La Roche-sur-Yon. Ils sont 10 élus de la droite et du centre à s'être rassemblés pour former le groupe L'Union pour La Roche-sur-Yon. Parmi eux, d'anciens élus et adjoints aux côtés de Luc Boire et d'autres dont c'est la première expérience au sein d'un conseil municipal. Et malgré leur nombre, ils comptent bien faire entendre leur voix. Cette opposition, elle est nécessaire dans une vie démocratique. C'est une opposition déjà de la droite et du centre. C'est une opposition qui rassemble plusieurs courants politiques. Il y a d'anciens élus donc qui ont l'expérience. Il y a aussi des nouveaux élus d'opposition qui n'ont pas encore d'expérience politique. Et c'est très bien, qui viennent du monde associatif, notamment sportif et autres. Et donc, il faut qu'on ait cette cohésion ensemble pour justement critiquer l'action de la nouvelle majorité, critiquer de manière constructive. C'est pas de la polémique, c'est pas critiquer pour critiquer, c'est voir vraiment ce qui est bon pour les Lyonnais et tout ce qui ira dans le sens de l'intérêt des Lyonnaises et des Lyonnais, nous voterons pour. Pour le reste, effectivement, nous affirmerons nos convictions de manière claire, tranchée, transparente. Direction le circuit de Vendée à Fontenay-le-Comte où une vingtaine de moniteurs de moto-école ont récemment participé à une journée pédagogique consacrée à la sécurité routière. L'occasion pour le groupement de la gendarmerie de Vendée à l'initiative de ce projet de rappeler que le nombre d'accidents de deux roues dans le département est toujours très important. C'est pourquoi certains dispositifs de sécurité comme l'airbag ont été mis en avant par les forces de l'ordre. Reportage signé Grégoire de Châtillon. Là, ouais, prends là. Freinage, rétrogradage, virage, demi-tour, un meilleur pilotage, c'est plus de sécurité à moto, surtout quand on sait qu'en cas d'accident, cela ne fait pas de cadeau. Sur les accidents que l'on constate sur les deux roues motorisées, il y a beaucoup d'accidents en plein virage. Pourquoi ? Parce que les points clés, la technique de la trajectoire de sécurité n'est pas respectée. Entre la période de 2020 et 2024, on a comptabilisé 54 accidents mortels sur le département, 54 accidents mortels de deux roues motorisées. Tu vas chercher l'extérieur comme tout à l'heure ? Afin de tenter de diminuer le risque d'accident, les moniteurs des moto-écoles de Vendée ont été invités à participer à cette journée pédagogique autour de la sécurité routière auprès des gendarmes. La sécurité, c'est d'abord bien s'équiper avec le casque et les gants obligatoires, alors que l'airbag, fortement recommandé, lui, n'est pas obligatoire, alors qu'il peut sauver des vies. Ici, par effet mécanique, quand on tombe, ça tire. Une aiguille, ça libère une aiguille qui perce la bonbonne de gaz et tout le coussin que nous avons à l'intérieur du blouson se gonfle et c'est vraiment recommandé. Ça permet d'avoir une protection des cervicales et puis une résistance au choc. En plus de tout ce qu'on peut avoir, la résistance à l'abrasion et au choc au genou, c'est vraiment un plus d'avoir l'airbag. Ouais. Il faut compter 300 à 400 € pour avoir un modèle de base, quoi. Donc c'est un surcoût en plus du blouson, du casque, des gants et autres.
L'airbag pour les motards, qu'en disent ces moniteurs de moto-école? En soi, je sais pas, je me suis jamais réellement posé la question. Il y a une histoire, le coût peut-être aussi de l'airbag. Alors nous en formation, donc en permis ils n'en portent pas, mais on leur sollicite, on leur conseille énormément d'en porter après dès qu'ils commencent à circuler, à rouler sur la route. Depuis 2024, l'airbag est obligatoire en France dans les courses de vitesse moto. Et on reste dans l'univers du deux roues avec le Région Tour Pays de la Loire cycliste qui fait escale aujourd'hui en Vendée. La course féminine sera lancée dès 10h50 depuis la Garnache. Le peloton masculin s'élancera lui à la mi-journée à 12h40 pour une seconde étape 100% vendéenne. Les coureurs traverseront les communes de Beaufou, Paluot, Apremont avant de se diriger vers le littoral et un circuit final au Sable d'Olonne. De nombreuses routes et accès dans ces secteurs seront limités jusqu'au passage de la course. Alors prudence si vous devez vous rendre dans ces communes. Toutes les informations sur les parcours sont à retrouver sur région-pays-de-la-Loire-tour.fr. En ce mercredi, voici désormais une idée de sortie culturelle qui vous attend dans les prochains jours. Nous partons pour le château d'Ardelais, aux Herbiers, où se prépare la 8e édition du Salon des artistes. Plus d'une trentaine y présenteront leurs œuvres. Les invités d'honneur de l'exposition sont les artistes luçonnais Nathalie Marotte et Patrick Lesueur, qui exposeront ensemble dans le donjon du château et dont les premières œuvres viennent d'être accrochées. On a voulu faire un espace, parce que nous, je dis nous, parce que j'expose avec Patrick Lesueur, un espace qui est une espèce d'immersion dans un jardin, comme si on était devenu microscopique et que tout était devenu énorme. C'est plus du tout dans l'échelle qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est une immersion dans le floral, la botanique, et on sera accompagné de sons, d'odeurs, enfin voilà, de tout un univers autour du végétal. Je suis plus sur les insectes et ma manière de travailler, c'est déjà de trouver la forme d'un insecte qui soit assez sympa. Et sinon, je m'inspire d'anciens papiers peints, fin 19e, début 20e, pour la décoration. Et sinon, c'est que de l'aquarelle. Les gens n'aiment pas les insectes. Et c'est les rendre un peu plus, plus sympathiques. Et du coup, ça plaît vraiment aux gens. Ils découvrent les insectes sous une autre forme, finalement. On termine ce journal dans le parc naturel régional du Marais Poitevin, à Vouillé-les-Marais, où Ingrid Bio, productrice de safran, vient de se voir décerner la marque Valeur Parc, un engagement de sa part vis-à-vis de la protection de la biodiversité locale qui a permis à la productrice de bénéficier d'aménagements de sa parcelle afin de protéger ses cultures face aux problématiques liées à la faune sauvage, une coopération efficace avec le parc naturel régional et aux nombreux avantages que vous présente Jeanne Bell. Productrice de safran, c'est par une production en faveur de l'environnement qu'Ingrid Bio a pu intégrer la marque Valeur Parc. Je suis zéro phyto et zéro irrigation, j'ai pas besoin d'arroser mes plants. Et voilà, et mes valeurs personnelles et ma façon de faire tout à la main font que je ne dégrade pas, je prends soin de mon territoire. Donc c'est vraiment un partenariat ensemble entre producteurs et le parc qui nous permet en fait de faire évoluer les choses dans le bon sens pour l'environnement, quoi. Au total, il existe un peu plus de 100 Valeurs Parc sur le Marais Poitevin. Ça m'apporte des solutions de sécurité avec la haie pour apporter de la biodiversité, pour protéger mes bulbes avec les poteaux à rapaces. Les poteaux à rapaces, j'aurais jamais eu l'idée de ça. Ces poteaux sont la réponse trouvée par le parc avec l'aide de l'association Alligator pour protéger les bulbes de safran abîmés par les campagnols. Donc on s'est adapté à ces travaux qui était plutôt intéressant pour nous, qui rentre complètement dans notre cadre. Et a priori, c'est un succès parce que des rapaces sont déjà venus, donc on est plutôt satisfait du boulot et c'est super. Ingrid ne s'arrête pas là, elle participe aussi au projet du parc Life Wild Bees. Elle m'a fait part de son envie de planter sur sa parcelle de safran pour favoriser aussi la pollinisation, aussi un peu se couper du vent, avoir une biodiversité qui était plus importante.
Et donc on a échangé, on a discuté ensemble des plans aussi, des végétaux qu'elle souhaitait aussi avoir sur l'espace. Et puis après on a établi un cahier des charges et puis on est venu planter le jour J, donc on a planté ensemble. Les 95 mètres de haies plantées seront d'ici 1 an le terrain de jeu des pollinisateurs. Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Je vous propose désormais de passer au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mercredi aux maisons partagées pour seniors. Alternative à l'EHPAD ou aux maisons de retraite classiques, elle permet aux colocataires atteints de maladies comme Alzheimer de vivre sereinement tout en étant accompagnés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par une équipe d'assistants de vie. Cette famille, c'est des créateurs d'habitats partagés pour personnes âgées. Ici, on se trouve à Luçon, qui est une maison partagée pour seniors qui accueille 8 colocataires et qui est à destination de personnes qui ont des troubles cognitifs. Chez cette famille, on a 2 types de maisons, soit des maisons qui sont pour des personnes âgées ayant des troubles cognitifs, soit pour des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie physique. Le but du jeu, c'est de faire vivre 8 colocataires, 8 personnes âgées qui ont des troubles cognitifs au sein d'une même maison. Donc chacun a sa chambre, partagent ensuite des espaces communs. Et tout ça sous la supervision d'une équipe qui est là présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On retrouve finalement comme une vie à domicile, comme chez soi, mais tout en étant accompagné, comme une colocation de jeunes étudiants. Sauf qu'aujourd'hui, 84 ans est plutôt la moyenne d'âge. Donc il faut répondre aux besoins sous la supervision de cette responsable de maison qui est vraiment là pour les besoins du quotidien et pour s'assurer que tout aille bien, que la maison soit bien gérée, qu'on y mange suffisamment bien, qu'on y soit heureux, qu'on y soit bien accompagné, que les chambres soient propres, que les espaces communs soient propres, qu'on y fasse des activités. Chacun ramène sa décoration, chacun ramène, s'il a des meubles qui lui tiennent à cœur, ils peuvent ramener. Après, c'est eux qui aménagent leur chambre, c'est leur chez eux, on ne rentre pas dans leur intimité. Nous, on va passer dans leur chambre, par exemple, pour passer un coup d'aspirateur, les aider à faire les poussières, parce que ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent encore faire. On ne fait pas tout à leur place, en fait. On est vraiment là pour les aider à faire et à garder. Moi, mon rôle est de veiller à ce qu'il y ait toujours un peu de stimulation, que les gestes de la vie quotidienne soient faits par eux. Et on leur laisse le temps. Si une toilette doit mettre 1 heure, eh bien la toilette, elle mettra 1 heure. On les aide aussi pour les repas. Donc, ceux qui peuvent viennent nous aider à la mesure du possible. Des fois, ça dure 3 minutes, mais c'est pas grave. Mais voilà, ils sont toujours auprès de nous. En fait, le système de la colocation, c'est d'être avec eux, de les encadrer et de faire aussi pour eux, de façon à ce qu'ils ne se mettent pas en danger. Parce qu'ils ont perdu un peu de leur autonomie et c'est pour éviter que la maladie évolue trop vite. Parce que la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs, c'est des maladies qui évoluent très vite si les gens ne sont pas stimulés. Et vous retrouvez chaque matin un nouveau plus de l'info dans votre matinale. Passons désormais à votre chronique du jour. Au programme de ce mercredi, une nouvelle chronique ciné consacrée au nouveau court-métrage du réalisateur vendéen Alexis Rousseau. Ce dernier plonge le spectateur dans les pas de Louis, 20 ans, jeune soldat en 1814 après la chute de Napoléon. Moi, j'ai toujours été passionné de cinéma, d'artistique en général, le monde du spectacle, mais ça de cinéma depuis tout jeune. Et puis aussi, j'ai cette attirance pour l'histoire de France. Et donc, quand j'ai voulu faire mon premier court-métrage, assez naturellement, je me suis dirigé vers la Première Guerre mondiale, qui est une période qui m'intéressait beaucoup. Et c'est surtout, en fait, mon premier film, c'était un peu un défi d'adolescent de comment
réussir à reconstituer une scène d'action comme dans des grands films de guerre que j'aime toujours beaucoup voir. Donc c'est comment, avec peu de moyens, se lancer le défi de quand même accéder à des images qu'on trouve que dans des films hollywoodiens. Et je trouvais que Verdun, c'était fort, en tout cas dans l'histoire de France, et qu'il y avait tout qui s'y prêtait, avec, voilà, on peut créer un décor dans un seul lieu, tout peut se passer, enfin, il peut y avoir beaucoup d'actions en créant une tranchée, tout ça. Donc voilà, donc l'histoire, ça m'a touché. Enfin, j'aime l'histoire d'un point de vue artistique. Action! Ok, coupé. Alors tout le monde connaît Napoléon, mais finalement j'ai pas l'impression qu'on connaisse si bien le Premier Empire, cette période-là de l'après-révolution. En plus, nous, en Vendée, c'est après les guerres de Vendée. Enfin voilà, c'est quand même un vrai changement dans la France. Et là, ce qui m'intéresse, c'est 1814, c'est la chute de l'Empire. On a peut-être cette image de Napoléon victorieux à Austerlitz, tout ça. Alors, on pense aussi à Waterloo à la fin. Mais là, c'est vraiment juste avant sa première abdication. C'est quand tout se replie contre lui, quand toute l'Europe se retourne contre lui. Il a plus beaucoup d'hommes. C'est vraiment très compliqué pour lui, et donc il envoie par le biais de son épouse, l'impératrice Marie-Louise, une dernière levée de soldats, une dernière levée de conscrits qu'on a appelé les Marie-Louise, puisque c'est elle qui a signé le décret. Et c'est là où s'insère mon film, on va suivre un jeune soldat, un jeune qui est enrôlé de force dans un combat perdu d'avance, un combat qui le dépasse totalement. Et lui, il a un petit combat personnel qui est de simplement pouvoir déclarer sa flamme à une jeune femme dont il est tombé amoureux. Et en fait, on va l'envoyer dans quelque chose de bien plus grand qui le dépasse totalement. Et c'est comment ce conflit immense, qui est pourtant si insignifiant pour lui, va le servir. En fait, c'est vraiment... c'est deux conflits, un conflit interne si futile, mais pourtant si important dans la vie d'un homme, qui est de juste réussir à déclarer sa flamme et à prouver ses sentiments, et un combat bien plus grand qui dépasse totalement, qui est le combat d'un autre homme, celui de Napoléon. Alors Napoléon n'est pas mis en avant, je ne le filme pas dans mon film, mais bien sûr il est là tout le temps en profondeur, puisque c'était l'homme de cette période-là. Et je vous propose sans plus attendre de passer à votre extrait du jour. Et zoom sur Backstage, présenté par David Ovinet. Il reçoit aujourd'hui en plateau Mano à l'occasion de la sortie de son premier album Brille-toi. Brille-toi, donc c'est un mot qui m'est venu, c'est le titre aussi éponyme d'une chanson de cet album. Et en fait, ça m'est devenu très naturel comme titre d'album, parce que j'avais envie de mettre en avant cette résilience, cette abnégation, ce combat intérieur que je travaille depuis 2-3 ans. D'où est né cet album ? Devenir une meilleure version de soi-même, tout en acceptant son état ses brouillons, ses rayures, ses imperfections. Et je m'étais dit, en fait, c'est un petit peu ce que raconte cet album, on n'est que de passage, donc il faut vraiment qu'on arrive à sortir le meilleur de nous-mêmes, tout en acceptant ces zones d'ombre, mais il faut qu'on arrive à briller, à se sublimer. Donc cet album, évidemment, il est un peu égoïste parce qu'il me parle beaucoup, mais je pense qu'il parlera à pas mal de personnes aussi, parce qu'on traverse tous des périodes plus ou moins obscures, et j'espère qu'il apportera autant de bien qu'il m'a apporté, cet album et ses chansons. Je te confirme, pour l'avoir écouté en avant-première, je te remercie d'ailleurs pour ce cadeau. Il apporte énormément de choses et puis on se reconnaît à travers ton parcours. 10 titres dans Brille-toi. On va commencer à entrer dans le détail de ces chansons. Il y a le premier titre, Note à tenir. Alors, j'ai envie de te poser une question. Quand on écoute ce titre, pourquoi cette impatience
Pourquoi cette crainte de ne pas y arriver ? En fait, pour la petite histoire, cette chanson, cet album, je l'ai composé et écrit avec mon ami Evan Chauvigné, qui est aussi guitariste dans mon projet. Et Evan m'a dit, mais à chaque fois qu'on discute de projet, de passion, il me dit, t'as cette impatience, mais qui peut paraître dangereuse, mais qui est à la fois saine aussi pour le développement. Et en fait, on a réussi à en faire une chanson. Et vous retrouvez ce nouveau numéro de Backstage dès aujourd'hui sur notre antenne. Passons sans plus attendre à votre jeu de la matinale avec cette semaine à gagner 2 places pour le concert spectacle Legends, autrement dit Johnny. La question à laquelle il vous faut répondre, la voici. Quelle équipe faisait sa première apparition à l'occasion de la 53e édition du Mondial Football Montaigu? Un second indice en ce mercredi, l'équipe que nous recherchons a représenté une région du pays dans lequel elle se trouve. Et si vous avez la réponse à cette question, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est la fin de cette matinale, merci beaucoup de l'avoir suivi. Rendez-vous dès 12h30 en compagnie de Louise Viedger pour votre journal de la mi-journée. Je vous dis quant à moi, à demain. Baby,